Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Ma rencontre avec Seringa des ateliers de Sissi a eu lieu pendant une classe dédiée au mindset. J'ai aimé son énergie, cette aura lumineuse qu'elle dégageait. J'ai été apaisée par cette femme. C'est aussi pour cette raison que j'ai eu envie de l'inviter. Une conversation hors du temps pour en ressortir alignée et apaisée. Pendant cette conversation, nous parlerons d'énergie, de croyances, d'alignement, de visualisation et de tout ce qui peut nous aider à être pleinement consciente et heureuse d'être celle que nous sommes. J'ai envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Seringa. Bonjour Tia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. En plus, je sais que tu as un planning hyper chargé et là, tu t'es réveillée tôt pour être avec moi, donc ça me touche d'autant plus. Je suis très heureuse d'être là aussi. Est-ce que je peux t'appeler Sissi? J'adore Sissi en fait. Ton prénom est super joli. D'ailleurs, ton prénom vient d'où? C'est de quelle origine? Alors, Seringa, c'est le lilas en latin. Okay. Donc, voilà, donc c'est une fleur. Est-ce que le violet, c'est ta couleur préférée pour le coup? Un petit peu. Ah, c'est vrai? Ah, tu vois? Mais j'adore aussi le vert mentalo, c'est précis. Hein? Ah oui. D'accord. Donc, Sissi, première question que je suis obligée de te poser, c'est la question que je pose à tous mes invités quand on commence le podcast. Tu es plutôt thé ou café? Ah, café. Très bien, c'est très très bien. J'en ai besoin en plus aujourd'hui. Ce sera une vraie pause café. Est-ce que, alors, il y aura peut-être du bruit parce que j'ai 2 mois de travaux dans mon immeuble et que je ne peux pas arrêter de bosser malgré ça. Donc, désolée à toi, désolée à ceux qui nous écoutent. S'il y a du bruit, je ferai mon possible pour arranger ça au niveau du montage. Mais voilà, désolée. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont toi, tu aimerais qu'on le fasse? Ok. Eh bien, écoutez, moi, c'est Seringa. Je suis une amoureuse de la vie. Je suis une aventurière, donc je ne peux pas rester en place. Et pour moi, la vie est mouvement. Donc, il faut toujours que je sois dans un voyage, dans un wélélé, dans une histoire, dans un nouveau travail. En fait, je crois que je vis par le changement et que je suis très excitée à l'idée du changement. Il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur, mais moi, je crois que ça m'excite comme quand je vais prendre... comme quand je vais dans un parc d'attractions. J'adore. Je suis multicolore. Donc, j'aime toutes les couleurs de la vie et je pense que même le blanc et le noir ont leur part à faire dans la palette. Donc, j'aime vraiment toutes les couleurs et toute la palette aussi des émotions et des sentiments. Je trouve que c'est ce qui nous rend vivants. Et tu vas me trouver peut-être bizarre, mais je trouve même du plaisir parfois à être dans un sentiment de mélancolie. Quand j'ai un peu le vague à l'âme et que j'écoute ma musique, et ben même ça, je trouve ça beau comme moment dans ma journée. Je trouve pas ça bizarre du tout parce que moi j'aime beaucoup. Alors je suis quelqu'un de très positif, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce sentiment de mélancolie, notamment en écoutant de la musique. Et donc non, t'es pas bizarre du tout. Sinon on est toutes les deux bizarres. Ça me rassure. Est-ce que le fait d'aimer tous ces sentiments, c'est quelque chose qui a toujours été en toi? Est-ce que tu as toujours accepté le bonheur, la joie, c'est facile à accepter, mais est-ce que les parties un petit peu plus sombres des sentiments, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été normal d'accepter pour toi, ou est-ce que c'est la vie, les choses que tu as vécues qui ont fait que finalement un jour tu t'es dit ça fait partie de moi aussi? Eh ben, écoute, j'avais beaucoup de mal avec les émotions négatives avant, puisque moi je suis c'est l'hédonie, hein. C'est ça, hédonisme, oui. Donc, oui. Moi, c'est le plaisir, c'est les bonnes choses à manger, c'est les siestes, voilà, c'est tout ce qui fait du bien. Et j'avais tendance à fuir le côté tristesse, surtout que moi, j'ai un petit côté... je peux avoir des petits côtés dépressifs, en fait, je peux être dans une joie extrême comme dans une tristesse immense, infinie. Et j'ai appris à accueillir ça. Et figure-toi que la colère, c'est quelque chose que je ne me permettais pas, puisqu'il fallait toujours être parfaite pour maman et papa. Et donc, je n'ai jamais connu
la sensation de colère dans mon enfance. Et c'est là, ces dernières années, que j'ai découvert que ça bouillonnait, que je pouvais l'exprimer, que j'avais le droit de ressentir ça. Et que j'ai pu découvrir toute cette palette d'émotions qui peuvent être désagréables, mais qui sont nécessaires, parce que ça fait partie de la vie aussi. Petite, justement, comme tu ne t'autorisais pas d'être en colère, comment tu vivais ce sentiment quand tu sentais que ça bouillonnait en toi, mais que tu voulais pas le faire sortir? Comment tu vivais ça, petite? Écoute, je pense que je coupais tout parce que j'en ai pas de souvenir et je me vois vraiment en train de m'écraser tout le temps pour plaire, en fait, pour être aimée. Parce que c'était vraiment un amour conditionnel qu'il y avait entre moi et mes parents. Ils ont pas fait exprès, hein, mais j'ai vraiment pas trop de souvenirs, ou alors peut-être de la rage, mais toujours contenue, en fait. De pas pouvoir être moi, mais sans vraiment trop le savoir. Et comment on fait pour devenir soi quand toute une enfance, on s'est formaté à ce qu'on pensait que les autres attendaient de nous? Comment t'as fait ce cheminement? Écoute, c'est pas vraiment moi, c'est mon âme. Parce que c'était vraiment un cri de l'âme à un moment donné. En fait, j'ai commencé à faire des burn-out parce que tu sais, moi, je suis une workaholic, donc j'adore travailler. Et j'en faisais toujours trop. J'avais vraiment l'impression de ne pas faire assez. C'est-à-dire que ma semaine passait, je faisais des millions de choses, de mon réveil à mon coucher. Et le week-end, je n'étais pas satisfaite. Et mes amis me disaient, mais c'est une guerre enfin, hein, mais tu n'arrêtes pas et tu dis que tu es flemmarde, mais ça n'a pas de sens. Et puis jusqu'à ce que mon corps, mon âme dise stop, tu peux plus continuer à vivre comme ça. Donc j'en ai quand même fait 3 hein, de petits burn-out, années d'affilée pour comprendre. Et là, tu persistais. Voilà, je persistais. Et là, j'ai commencé à avoir des crises de larmes pendant des semaines sans pouvoir m'arrêter de pleurer et sans pouvoir rien faire, sans pouvoir répondre au téléphone, sans pouvoir faire de mail. Et là, j'ai pu me poser. J'ai pu regarder tout ça et j'ai pu voir tout ce qui avait été enfoui en moi. Et tu sais, plus tu prends du temps, donc là, il y avait 30 ans, disons, de non-dit. Et donc, ça a mis du temps à s'éponger. Et puis, j'ai appris à aimer le processus, en fait, et à manger de la glace quand je pleurais, à regarder un sketch drôle ou une série toute la journée. Et donc, j'ai vraiment eu besoin de ce temps, tu sais, de pause où je ne faisais absolument rien. Et c'est là que tout ça est remonté et m'a permis d'être plus authentique, en fait. Il y a un truc super intéressant que tu as dit au début. Tu as dit, c'est pas moi, c'est mon âme. On est dissocié de notre âme? En fait, si tu veux, moi, je suis partisane du fait qu'on a plusieurs personnes en nous. Mais après, ce n'est vraiment que ma vision des choses, hein, mais ça me fait rire, en fait. C'est pour ça que tu es là. Je sais pas si tu as fait attention à mon introduction, je précise des gens qui voient et qui font les choses différemment des autres. C'est pour ça que tu es là. Donc, dis-nous comment tu vois les choses. Bon, je suis une grosse schizophrène, voilà. Et pour moi, il y a l'ego qui parle, il y a l'enfant intérieur, il y a l'adulte, il y a le parent, il y a les peurs qui parlent, et puis il y a aussi l'âme. Donc, il y a l'âme, en fait, c'est vraiment pour moi notre être véritable, notre vrai soi, en fait. Quand on enlève toutes les couches de peur, d'ego, tout ça, il reste une essence pure et une essence qui peut se connecter aux autres personnes. Tu sais, des fois, il y a cette connexion naturelle et magique qui se fait quand tu regardes quelqu'un. Eh ben moi, j'ai envie de dire que tu vois son âme, en fait. Et après, c'est fluide. Il n'y a pas l'ego, il n'y a pas tout ça. Et donc, c'est pour ça que je la dissocie. Mais bon, évidemment que ça fait partie de moi aussi. Est-ce que justement pour toi, l'âme, donc comme tu nous dis, c'est ce qu'il y a de plus profond, et en fait, ce qu'on rajoute dessus, c'est l'enfant, le parent, l'ego, ce que la société attend de nous, c'est ce que tu nous dis, c'est ça? Ouais, en fait, je vois ça comme un oignon et tu épluches. Mais l'oignon ne veut pas s'éplucher, ça te fait pleurer quand l'ego, tu l'as démasqué. Il te dit non, fais comme si tu as raison, ne te montre pas vulnérable. Et puis après, quand tu le calmes, après, t'as l'enfant qui est là, qui fait un peu d'attention, qui pleure un petit peu. T'as l'adulte qui se réveille un peu aussi. Et puis après, tu accèdes à l'âme. C'est super intéressant parce que on a tendance à souvent, mettre une notion négative sur l'ego. Toi, t'en penses quoi? Parce que ça fait partie de nous. Toi, tu vois les choses comment concernant l'ego? Alors, l'ego, j'essaie de pas le juger parce que je sais que si je juge quelque chose, c'est que moi, je me juge sévèrement en retour.
Donc, j'essaie de me dire que l'ego est là pour une bonne raison. De toute façon, s'il fait partie de nous, c'est que il a sa part à faire. Et pour moi, l'ego, il cherche à nous protéger, en fait. C'est un peu notre armure dans ce monde de brutes, entre guillemets, où il faut être les meilleurs, où il faut toujours bien se présenter, bien s'habiller. Ben, l'ego est là pour veiller à ce que t'aies pas du cacané qui sorte, que tu sois bien propre sur toi, que tu dises des bonnes choses, qu'on te marche pas sur les pieds. Et du coup, il va te faire voir tous les signaux d'alerte, tous les trucs qui peuvent te faire peur. Mais c'est pour ton bien. Le problème, c'est quand il est trop présent. Parce que pour moi, la vie, c'est un équilibre. Et donc, quand l'ego est trop sur le devant de la scène, eh ben, ça fait des conséquences négatives où on veut toujours avoir raison, on veut tout contrôler les situations, on n'a pas des rapports sains avec les autres. Tu sais, les gens qui t'empêchent de parler, qui font que être dans l'émulation, et puis toi, tu peux pas en placer une. Pour moi, c'est pas un vrai échange, et pour moi, c'est de l'ego à ego, en fait. Et comment on arrive justement à trouver cet équilibre entre mon ego est là pour me protéger et j'entends ce qu'il me dit et on est OK avec ça, et là c'est mon ego qui parle juste parce que j'ai besoin de m'imposer. Comment on arrive à faire cet équilibre-là? Alors pour moi, c'est un mot, c'est l'hyperconscience. J'ai découvert que plus on est en silence, plus on médite, comme tu le fais également, et plus on est dans l'observation de soi, c'est-à-dire pas dans le mode réaction, jugement, critique, mais plutôt dans le mode je prends un peu d'hauteur, je regarde ce qui se passe. Et là, je suis à même de voir quand l'ego fait son boudeur ou quand il veut me protéger, et je suis à même de décider et d'avoir le choix si je le laisse sur le devant de la scène ou si je lui dis ok, viens, on va manger un petit gâteau, tu vas te calmer. Ça va bien se passer. Comme moi, typiquement, tu sais, je suis mauvaise perdante. Je suis très joueuse, très compétitrice. Et quand j'étais petite, j'étais capable de renverser une table de Monopoly ou de voler des billets à la banque. C'est vrai. Oui. Et j'ai découvert que c'est mon ego, du coup, qui veut pas perdre, qui veut gagner. Et au début, j'étais très embêtée avec ça. Et je me disais, mais mon Dieu, Syringa, tu es dans le développement spirituel. Tu es fâchée quand tu perds la belote avec tes amis, mais toujours récemment, hein, j'ai 33 ans, mais c'est très récent ça. Et puis un jour, j'ai demandé à mes amis, mais est-ce que ça vous dérange quand je fais ma mauvaise joueuse? Ils me disent, mais Syringa, on adore quand tu viens aux soirées jeux. tu mets l'ambiance, tu mets le spectacle. Et depuis ça, figure-toi que c'est beaucoup plus facile pour moi de choisir d'être mauvaise perdante et de laisser l'ego et puis de me fâcher, ou d'être tranquille et de dire bon ok, j'ai perdu mais c'est pas grave. C'est pas évident. Moi, je sais que en début d'année, depuis le début d'année, je fais un gros travail d'introspection et il y avait beaucoup de questions qui me taraudaient l'esprit sur des événements passés. Et j'ai réalisé que, par exemple, alors c'était pas le premier gros poil, mais le deuxième gros poil, c'était une question d'ego. Et en fait, là, j'ai quand même pris une claque parce que je me suis dit, en fait, tu te racontais des histoires à toi-même, genre l'histoire d'amour qui n'a pas survécu et on ne comprend pas pourquoi, et voilà, machin. Et en fait, avec toutes ces années, en prenant du recul, en me posant les bonnes questions, en étant honnête avec moi-même, je me suis dit, mais en fait, c'est que l'ego. En fait, t'étais même pas amoureuse du mec. En fait, c'est que l'ego qui a parlé à ce moment-là. Et là, tu te dis, ah ouais, on est quand même capable de beaucoup et de vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues si on prenait le temps, comme tu dis, de juste de s'extraire de la situation pour regarder, se dire, ok, on se calme, qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais ça, on le fait pas et c'est dommage. Mais oui, mais le truc, c'est que dans les relations amoureuses, tu as des sentiments très forts. Enfin, je sais pas si tu es comme moi, mais moi, je suis passionnée. Donc, je vois pas tout ça. C'est après, quand je fais comme toi mes introspections, que je vois ça. Et c'est pas du tout évident, en fait, la relation à l'autre. Et c'est ce qui nous fait grandir aussi, du coup. Bien sûr. Moi, je suis pas passionnée en amour. Au contraire, moi, c'est l'inverse. Et je pense que c'est pour ça que cette histoire m'a marquée, parce que je comprenais pas pourquoi j'avais vécu ça aussi intensément, alors que c'est très, très rare que, justement, en amour, je sois aussi intense. Si je suis vraiment passionnée, c'est que je t'aime vraiment. Et là, je savais que c'était pas ça. Donc, je comprenais pas le lien qu'il y avait entre les deux. En fait, c'est l'ego. C'est mon ego qui a pris le dessus en mode,
mais qu'est-ce qui se passe? L'ego, il peut des fois être obsessionnel, c'est vrai. Moi, je sais que comme j'ai la blessure de l'abandon, je mets toutes mes projections, mes attentes sur l'autre et je suis fâchée pour plein de trucs alors qu'en fait, il est juste qui il est et j'ai juste à accepter ou pas. Et si je suis pas contente, je m'en vais en fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mon Dieu, c'est clair. Quels étaient tes rêves de petite fille? Tes plus grands rêves de petite fille? Mes plus grands rêves. Écoute, je me suis toujours vue sur une scène à faire des falbalas, à danser, à chanter, vraiment en représentation devant les autres. Ouais. Et je me visualise encore toujours devant une foule à faire rigoler ou à m'exprimer, à parler. Et c'est très rigolo parce que tu sais, dans la vie de tous les jours, je parle pas beaucoup en fait. C'est vrai? Ben oui, si tu es mon ami ou un membre de ma famille et qu'on passe un moment ensemble, j'aurai plein de moments de silence. Je vais beaucoup t'écouter, je vais beaucoup observer parce que tu sais, comme je suis hyper empathique, j'ai plein de stimulation et du coup, je vais beaucoup observer ce qui se passe et je serai pas trop dans l'échange, sauf si tu me poses des questions. Et du coup, c'est marrant que ce rêve-là, ça soit d'être dans l'expression à l'autre. Mais ça me fait délirer parce que je te ressemble trop, on se ressemble trop. Je suis ah ouais, mais je suis comme ça. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui me disent d'emblée, des fois, je donne l'impression d'être froide parce que je suis énormément dans l'observation. Donc, je peux être entourée de personnes et ne pas parler. Et ça veut pas dire que je vais pas bien. C'est juste que je suis comme ça, en fait. Donc, je vais regarder tout le monde, je vais écouter. J'aime écouter. J'aime écouter. Je pense être une bonne oreille. Mais je peux être là avec quelqu'un et comme toi ne pas parler, mais ça veut pas dire qu'on est fâché, en fait, c'est juste ça. Quand je dis aux gens, non mais j'adore être toute seule, mon chéri il comprend pas, mon chéri il a besoin d'être rencontré, mais c'est mon énergie à moi, comme ça, donc c'est marrant que tu dis ça. Et surtout que je te rejoins dans le fait où j'ai fait de la danse pendant très longtemps, et donc j'adorais être sur scène. J'adorais ça, donc tu vois, c'est marrant. Je kiffe. Tu vois, je l'ai dit au début, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a conduit à la méditation et aux soins énergétiques? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours au niveau du développement personnel? Comment c'est rentré dans ta vie? Alors, comme tous ceux qui commencent à s'éveiller par la douleur, en fait, quand j'étais en prépa d'école de commerce vers 17 ans, c'est là que j'ai rencontré mon premier guide spirituel parce que j'estime qu'on a des rencontres sur Terre qui nous aident à évoluer, à grandir, qui nous apprennent plein de choses. Et ce sont des personnes qu'on a mis sur notre route avant notre incarnation. J'espère que je te perds pas là en chemin. Mais je bois tes paroles, donc vas-y. Okay. Et pour moi, on fait des contrats d'âme. On se dit, bon là, tu vas rentrer dans ma vie à tel moment, toi, tu vas me faire une crasse pour que ça réveille une blessure, ainsi de suite. Et donc, il y a eu la prépa avec beaucoup de pression, c'était très difficile. Et tu sais, j'ai toujours été l'élève qui travaille beaucoup, moyenne, mais toujours assez bien. Et en prépa, en fait, tu te retrouves avec des 4-5. Et moi, mon identité était vraiment liée à ce que je faisais, à mes capacités, à mes notes, à comment j'étais à l'école. Et donc là, j'avais plus d'identité. J'étais en mode, OK, qui suis-je? Et j'ai commencé à faire une dépression. Et là, j'ai rencontré un ami à ma mère et ça a changé ma vie. Il m'a appris le calme des pensées. Il m'a appris la méditation. Il m'a appris la maîtrise des émotions. Et c'est là que tout est parti. J'ai commencé à faire des sessions avec lui de 2 heures par semaine. On se voyait et il m'apprenait tout un tas de petites choses. Et ça m'a beaucoup fait grandir. Et puis de là, il y a eu des couches qui se sont enlevées, des découvertes sur moi-même. Donc j'ai commencé à faire connaissance avec la vraie Siringa. Et la vraie Siringa, c'est quelqu'un d'hypersensible et d'hyper empathique qui a besoin de repos. En fait, tu sais, des fois, je me sens comme un enfant. Quand j'ai faim, il faut que je mange. Quand je suis fatiguée, il faut que je fasse une sieste. Et dans notre mode actif, j'ai découvert que la méditation est un excellent moyen de se reposer sans forcément faire la sieste. Et puis, ça passe mieux auprès des autres. À la pause déjeuner, je vais faire une méditation plutôt que je vais faire la sieste.
c'est devenu un vrai mode de vie en fait. Et puis tu sais, les soirs où quand par exemple je travaille en tournage et puis j'ai beaucoup de stimulation, le soir impossible de dormir. Je suis comme un enfant électrique qui a été dans un anniversaire, dans un goûter. Et la méditation était le seul moyen pour moi de redescendre. Et donc c'est comme ça que ça a été intégré dans ma vie. J'ai passé un long moment sans arriver à méditer. C'était très dur pour moi. C'était vraiment par à coup. Et puis je suis contente parce que avec le Covid, du coup depuis 3 ans maintenant, c'est devenu une pratique régulière. Et si je peux pas commencer ma journée si j'ai pas eu ça, quoi. C'est vraiment, je suis droguée, quoi. Comment t'as fait pour y arriver? Parce que justement, alors j'avais cette question-là. Beaucoup de personnes trouvent que c'est difficile de méditer et j'ai fait partie de ces personnes avant, tout comme toi, de pouvoir vraiment apprécier le moment. Toi, t'as fait comment pour réussir à être là dans l'instant? Alors en fait, c'est vraiment un travail progressif. Moi, ce que je dis dans mes cours de méditation, c'est que quand tu veux méditer 30 minutes, c'est comme si tu vas à la salle de sport, tu vois 200 kilos une barre et puis tu veux la soulever. Mais physiquement, tu vas pas pouvoir, tu vas t'étrangler, tu vas mourir. Et la méditation, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment une question d'entraînement et une question de pas se juger et de pas se frustrer, même quand on n'y arrive pas, parce qu'il y a Joe Dispenza que j'adore, que je suis. Et qu'est-ce qu'il explique dans ses livres? Que des fois, le mec, il a un niveau très élevé d'hyperconscience et de méditation, mais il y a des jours, il n'arrive pas à méditer. Donc, c'est pas une science exacte. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié et j'ai trompé mon cerveau et mon ego. En faisant quoi? Je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, vous m'accordez 1 minute de méditation. Et donc, peut-être pendant 1 semaine, ça a été 1 seule minute. Voilà, avec mon gong, et je m'arrêtais. Et au fur et à mesure, c'est devenu une habitude. Le cerveau et l'ego ont pris goût. Et puis ils ont dit, allez, on peut pousser un petit peu. Donc après 5 minutes, après 10 minutes, et après on augmente comme ça au fur et à mesure. Et puis il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, Tia, c'est les méditations guidées. Ouais. J'ai mangé des méditations guidées sur YouTube, comme ça. Et j'ai mes chouchous. Donc, comme Cédric Michel, comme Gaia Meditation, comme Bulle de Sérénité, enfin voilà, j'en ai plusieurs. Et jusqu'à présent, ça m'arrive de faire des méditations guidées. Et de là, j'ai voulu faire des challenges de méditation. Et j'ai commencé à faire des méditations, mais toujours dans l'idée de donner à ton cerveau un objectif. Donc, je donnais un thème. Donc, j'ai commencé avec le Sunshine Challenge. C'était une méditation, 21 jours de méditation sur les 7 lois spirituelles du succès. Ça veut dire que tu te poses là et je t'explique une des lois. Dans les 7 jours, ça tombe bien, il y a 7 jours dans la semaine. Tu as une petite tâche à faire et puis tu as une méditation. Donc là, je n'avais pas fait beaucoup. C'était entre 5 et 7 minutes. Et pour le cerveau, c'était facile de se dire, pour les participants, OK, là, je me pose 5 minutes pour faire ça. Et tu sais ce qui est incroyable? C'est qu'au bout des 21 jours, les gens qui n'arrivaient pas du tout à méditer, ils me disaient « Mais Syringa, où est le 22e jour? Où est la suite ?» Ils étaient devenus complètement drogués de méditer. Et en fait, c'est qu'ils ont réussi à créer un espace pour la méditation. Et puis, la dernière chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir fait un espace chez moi, un lieu de méditation, où j'ai mon pouf, où j'ai ma petite orchidée, j'allume ma bougie. En fait, c'est vraiment comme un petit rituel. Et du coup, je suis trop contente de me poser dessus. Et comme moi, je suis adepte du changement, évidemment, il ne faut pas que ça soit à la même place toute la vie parce que mon cerveau, au bout d'un moment, il est blasé. Donc, je change tout le temps de lieu de méditation et c'est un vrai bonheur pour moi de recréer mon espace. Tu sais, comme quand tu fais le ménage chez toi. C'est clair. J'adore et notez vraiment les astuces de Syringa parce que moi c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est tout pareil. C'est tout pareil, donc vraiment notez si vous n'y arrivez pas. Le temps sera votre ami, mais soyez bienveillants avec vous parce qu'on est tous passés par là. Et encore, comme elle a dit, Sissi ou moi, il y a des jours où on est à fond dedans et on peut rester une demi-heure. Alors moi, j'y arrive pas encore une demi-heure. Le max, c'est 15 minutes. Mais on peut rester un moment et être totalement bien. Puis il y a des jours où 1 minute, on se dit « Ouh là là, ça va être compliqué aujourd'hui. Ça va être très, très compliqué. » Donc, soyez bienveillants envers vous parce que finalement, la méditation, c'est ça aussi. C'est vrai. Et puis la nature aussi, en fait, se mettre dans un espace de nature,
va forcément plus nous connecter à notre nous intérieur et d'écouter le bruit des oiseaux, le bruit de la mer, ou faire la planche dans la mer et regarder le ciel. Déjà, c'est une méditation en soi, hein. Ouais. Donc ça aide. Comment la pratique de la méditation a-t-elle changé ta vie? Ou est-ce que... Alors, il y a deux questions. Comment la pratique de la méditation a changé ta vie? Et est-ce que c'est la méditation qui a changé ta vie? Ou est-ce que ta vie a été bouleversée par la méditation? Ah, dur. En fait, la méditation n'a pas changé ma vie. La méditation, je l'ai vue comme un outil en plus pour me sentir bien et être heureuse, en fait. Parce que comme j'ai l'enfant intérieur très présent, je suis déjà dans une béatitude quotidienne. C'est-à-dire que moi, je vois un papillon, tu me perds, hein. Je vois une fleur d'une couleur, je suis très facilement captivée par des choses. Et si tu veux, la méditation m'a aidée à pousser dans ça, à mettre un cadre, et puis à me donner des temps de respiration dont j'ai besoin. Toi, tu aimes la solitude, c'est exactement comme ça que je suis aussi. J'ai besoin de temps, en fait. Je peux pas être tout le temps avec des personnes H24, c'est pas possible. Et donc la méditation, c'est comme si ça m'a créé cette bulle, cette protection, et je me suis dit, oh tiens, ça existe et c'est un super outil en fait. Surtout quand tu dis aux gens je veux méditer, mais on te laisse tranquille en fait. C'est vrai. C'est rentré dans les mœurs, donc maintenant on respecte ça. C'est ça. Tu pratiques aussi la visualisation. Alors on en parle beaucoup depuis des années. Qu'est-ce que c'est la visualisation et surtout qu'est-ce que ce n'est pas? Alors la visualisation, déjà, c'est un outil de création pour moi. Alors, ça part de l'imaginaire. On a tous une case dans notre cerveau qui est faite pour imaginer des choses. Et les enfants passent leur temps à visualiser. Et ce qui se passe, c'est que quand on est adulte, on oublie un peu ça. Et puis, on est tout le temps dans plein de choses, dans notre téléphone, dans un film, on s'arrête jamais. Et on peut pas imaginer si on est dans l'action. Et donc, la visualisation, c'est un peu d'être dans une rêverie où tu ne fais rien et où tu imagines quelque chose. Ça peut être un souvenir passé, ça peut être quelque chose que tu veux dans ta vie. Souvent, on l'utilise pour réaliser un rêve, un désir. Et tu vas imaginer chaque détail de quelque chose. C'est une image mentale, en fait. Et par exemple, je fais des ateliers vision board où j'explique la loi de l'attraction, comment ça fonctionne. La visualisation, c'est un outil extrêmement puissant d'activation de la loi de l'attraction dans sa vie. Et dans le vision board, en fait, que tu connais très bien, je suppute, tu mets des images de ce que tu veux sur un board, soit de manière numérique ou de manière papier. Et quelque part, tu visualises parce que tu es inspiré par des images. Et moi, ce que je dis dans l'atelier, c'est ne vous limitez pas. Si vous voyez un gros diamant, une Porsche que vous avez envie, mettez votre Porsche parce que en l'imaginant là, on le pense et ensuite on va faire des actions pour mettre en place cette image mentale dans notre réel. Et après, le cerveau, comme il voit qu'on fait des actions, il ne va que chercher des moyens de confirmer cette image mentale dans notre réalité. Et c'est là que la magie s'opère. Et c'est là qu'on voit dans le concret ce qu'on a visualisé dans sa tête. Ça peut être aussi un outil pour se rassurer. Quand on est dans une angoisse, une peur, on peut visualiser un souvenir d'ancrage. Par exemple, moi, mon souvenir d'ancrage, je suis assis en lotus devant les Salines en Martinique. Et quand je suis pas bien, je me remets dans cette visualisation et tout de suite, je suis dans une émotion de calme, de joie, de sérénité. Je peux même entendre le bruit des vagues, en fait, tellement je suis dans mes affaires. Mais la visualisation... Mais oui, mais c'est pas pour tout le monde. Alors, les gens qui n'arrivent pas à visualiser, c'est peut-être qu'ils sont pas visuels, c'est peut-être qu'ils sont plus auditifs ou autre chose. Moi, je sais que je suis très visuelle. D'accord. Et dans le cas où on n'est pas visuel, ça veut dire qu'on peut pas se projeter? Tu peux écouter des livres audio, tu peux te faire ton propre podcast où tu dis en fait ce que tu veux et après tu te le réécoutes, ça va peut-être aider. Et puis il y a l'écriture aussi. Il y a des gens qui passent beaucoup par l'écriture, écrire leurs rêves. Par exemple, moi, l'homme de ma vie, j'ai écrit
tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime ma famille, tout. Et il a au moins 40 adjectifs. Donc, l'univers, quand il va me l'envoyer, maman, ça sera carré. Hein. Et, la visualisation, ça passe aussi par ça. J'adore. Est-ce que tout le monde est spirituel, à ton avis? En fait, on est par essence des êtres spirituels. C'est ça qui est génial, en fait, parce que quand j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent « Mais Syringa, je ne sais pas si je peux suivre tes enseignements parce que j'ai l'impression de ne pas être assez spirituelle. » Je fais « Mais mon Dieu, mais tu es déjà spirituel, en fait. Tu n'as pas besoin de développer quelque chose. » Parce que pour moi, on est né comme ça. Comment le mettre en exergue? Alors, par exemple, quelqu'un qui te dit « Je ne suis pas spirituel », comment lui montrer que finalement, on l'est tous? C'est quoi le truc? Le truc, je pense, c'est encore une fois l'observation, la conscientisation. Et pour moi, tu rentres dans la spiritualité quand tu commences à sortir des cases, quand tu commences à sortir des clous de la société et de ce qu'on t'impose. Parce qu'en fait, pour moi, la société veut nous formater, nous mettre, voilà, tel rythme. Le matin, on fait ça, on va au travail, on fait ça. Et en fait, on est un petit peu comme des robots et on agit par automatisme. Mais tant quand on commence à sortir un petit peu ça, à avoir un peu des rythmes décalés, on met en exergue son côté spirituel. Et pareil, le côté nature, le côté voyage, quand ton âme voit de nouvelles choses, tu n'es plus dans ton train-train quotidien, tu vas être amené à avoir une autre perspective des choses, rencontrer une autre culture. Et là, ta spiritualité va s'éveiller aussi. Faut pas avoir peur du changement, en fait. Faut pas avoir peur du changement, faut pas avoir peur de l'autre et de s'autoriser à essayer des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Exactement, c'est exactement ça. Faut sauter, en fait. Faut être curieux. Sauter, c'est difficile. Alors, je comprends totalement parce que je suis d'accord avec cette notion, mais je me dis, quand on n'a pas l'habitude, justement, de s'autoriser à aller de l'autre côté de la barrière, comment sauter en se disant, ça va le faire? Je suis capable de le faire, ça va le faire. Comment on fait? Alors, en fait, je te parle de moi. Ce qui fonctionne pour moi, en fait, c'est la foi. En fait, j'ai une croyance très profondément ancrée en moi qui me dit que l'univers est bienveillant et que je suis toujours soutenue et guidée. Ça veut dire que je peux pas faire de mauvais choix. C'est comme si, en fait, j'ai toujours un filet de sécurité. Et je me faisais la réflexion un jour et je me disais, c'est quoi le plus grave en fait si je saute de la falaise? Mais même physiquement, c'est de mourir. Eh ben, si je meurs, c'est pas grave puisque je vais dans une autre dimension et je pourrai recommencer. Donc en fait, tu vois, ça va assez loin. Et je trouve que la peur de la mort, c'est l'une des peurs qui nous colle le plus aux guts, tu sais, aux intestins. Et une fois qu'on se débarrasse de cette peur de la mort, en fait, la vie devient plus simple et tout est plus facile en fait à vivre. Et moi, quand j'ai une nouvelle expérience, déjà, je me dis que si elle m'est présentée et que je m'interroge et que je vois qu'au niveau de mon cœur, on y va à fond, on est motivé, j'ai pas de raison en fait de me restreindre parce que j'aurai toujours des coups de main, des aides sur ma route. Et c'est vraiment ce qui se passe. Par exemple, dans le domaine de l'audiovisuel, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Et en 2016, quand je suis rentrée en Martinique, j'ai commencé à travailler dans une agence de communication. Donc, c'est ce que j'avais appris à l'école de commerce. Et pendant 2 mois, j'étais avec des mecs avec des blagues salaces qui se pointaient pas au rendez-vous, qui me payaient pas. Et au bout de 2 mois, j'ai dit stop. Petit passage dépressif. Et après, j'ai rencontré un réalisateur qui cherchait une assistante de prod. Donc, c'est-à-dire organiser des tournages, donc de courts-métrages, de spots publicitaires, de choses comme ça. Et j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai dit, OK, je veux bien que tu m'apprennes. Et j'ai pas eu peur, en fait. Mes premières expériences, évidemment que je connaissais rien, évidemment que j'avais pas les réflexes. Mais si tu veux, c'était facile pour moi parce que j'étais aidée. Je te prends un exemple. Il fallait un lampadaire pour un spot avec le premier réalisateur avec qui j'ai bossé. Et je cherchais un lampadaire. Et sur la route, en partant pour faire les courses, pour chercher le lampadaire, j'ai vu un gros panneau promotion, lampadaire, à but, je crois. Non, mais un truc de dingue. Et j'y vais. Et le gars, super gentil, moi je l'appelle les petits anges gardiens dans ma vie.
Il me dit, OK, c'est bon, on vous loue ça, on vous prête ça, on fait un partenariat. Et il m'a livré le lampadaire à l'Atrium dans la salle. Et l'organisateur a fait, mais tu as déjà trouvé le lampadaire? Et j'ai dit, oui, c'est bon, c'est livré. Et tu vois, je suis pas seule. Je suis toujours aidée, en fait. Et je te parle de ça, j'en ai des frissons, donc gratitude à l'univers. Mais voilà, comme si on veille toujours sur moi, en fait. On me donne des petits coups de pouce, tu sais, les champignons dans Mario Bros. Et t'as jamais eu ce sentiment, tu sais, le syndrome de l'imposteur, qui est notamment très souvent lié aux femmes. Toi, tu l'as jamais? Si, j'ai le sentiment de l'imposteur, j'ai le syndrome du sauveur. Et pour être totalement transparente avec toi, là, je suis régisseuse adjointe sur un long métrage, donc c'est ma plus grosse expérience de ma vie. Et les 2 premières semaines, j'étais là en mode, mais est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je vais être assez? Est-ce que je vais pouvoir méditer et pas péter un plomb? Est-ce que je vais pouvoir faire les tournages de nuit? Un tas de questions. Et je me disais, mais en fait, peut-être que quelqu'un d'autre est mieux que moi pour ce poste. Et j'ai regardé les peurs, j'ai regardé ce qui se passait, j'ai demandé l'avis de mes amis et maintenant ça va beaucoup mieux, je sens que je prends ma place de plus en plus, mais oui, tu m'as cerné, je l'ai totalement, ce syndrome. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que malgré le fait que tu aies des peurs, que tu aies ce syndrome de l'imposteur, tu y vas quand même et tu nous dis j'y vais, mais je sais aussi que je suis accompagnée. Donc moi je trouve que c'est hyper cool d'entendre ça parce que ça nous rassure aussi en nous disant ben tu peux douter, tu peux avoir peur, tu peux te poser 1001 questions, mais avance quand même. Avance et tu verras que tout ira bien. Et tu es l'exemple parfait de vas-y, n'aie pas peur, avance. Et donc, je vais te faire une autre confidence. Je suis crapon. J'ai peur de tout. Je dors avec une veilleuse. J'ai peur du noir. J'ai peur quand je nage trop loin dans la mer. J'ai peur qu'il y ait des poissons ou des choses. Donc en fait, j'ai peur de la solitude. C'est un truc de dingue. Et ce qui se passe, c'est que comme j'y vais quand même, par exemple, je suis allée en Nouvelle-Zélande en 2019 toute seule, 1 mois à l'aéroport, mais je pleurais. J'ai appelé mon ex à l'époque. J'ai dit, tu veux pas me rejoindre? Ça va pas. Et puis je suis là, je donne mon passeport en pleurant. Mais j'y vais quand même, en fait. J'ai déjà acheté mon billet. Le truc avec moi, c'est que je suis impulsive. Donc j'achète des billets comme ça. Et une fois arrivée là-bas, ça s'est très bien passé. J'ai découvert que j'aimais la solitude. Je me suis isolée 3 jours avec une Allemande que je connaissais pas. On s'est refait les Seigneurs des Anneaux avec notre spa et notre vélo. On était trop bien. En fait, ça a été extraordinaire comme voyage. Et à chaque fois que j'ai peur, maintenant, je fonce. Je fonce parce que je sais que derrière, il y a des trucs trop bien. Et puis, je sais aussi que le courage, ça s'apprend et que c'est 10 secondes d'effort, en fait. C'est clair. Et tu vois, c'est trop marrant parce qu'on a vécu exactement la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, dorénavant, si t'as peur, essaye quand même. Je suis partie aux États-Unis toute seule. Et je me rappelle dans ma chambre, je suis arrivée en plus super tard. J'avais peur que le taxi soit pas là parce que c'était mon école qui était censée, qui devait gérer le taxi. Et il était là et j'arrive dans ma chambre à 2h du matin. Mais je me rappellerai ça toute ma vie. Je m'assois sur le lit et je commence à pleurer en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Je connaissais personne, j'étais toute seule, je parlais pas anglais. Je dis mais qu'est-ce que tu fous là à 2h du matin dans un pays que tu connais pas? Là, si t'as un problème, tu peux appeler personne. Et le premier mois, ça a été hyper difficile. Je comprenais rien. Et à partir du 2e mois, mais il y a eu juste un déclic dans ma tête, mais vraiment un déclic où un jour, je me suis dit, putain, je comprends ce qu'il dit. Je comprends, mais ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai vécu l'une des meilleures expériences de ma vie. Et je le dis à tout le monde, partez seul et vous verrez que vous allez vous découvrir et vous allez découvrir le monde. Et il n'y a rien de mieux, en fait. On est d'accord. Et moi, les gens me demandent, mais Syringa, comment tu fais pour voyager autant et pour voyager seule? Je dis, j'achète des billets. J'achète pas ton billet d'avion. Tu sais, tu peux parler longtemps d'un voyage, hein. Oui, je veux aller là, et puis en fait, tu fais rien. Donc, si tu poses pas une action concrète, hein. Achète le billet et après, tu te poseras les questions. Exact. On parle beaucoup de développement personnel depuis des années, en long, en large, en travers. Certains trouvent ça too much. D'autres trouvent qu'il n'y a pas forcément d'intérêt si on se connaît soi, et il y en a d'autres qui vivent que pour ça. Toi, c'est quoi ton avis justement sur le développement personnel? Pour moi, développement personnel, c'est peut-être un mot qui s'est transformé un peu en outil marketing, je trouve.
Tu sais, comme aussi le mot bien-être. Et puis là, on commence à tomber dans la même chose avec le côté spirituel. Ouais. Et je trouve que ça peut être un piège parce que développement personnel, c'est quoi en fait? C'est vivre. C'est écouter ses besoins, c'est apprendre des choses sur le monde, sur la vie, sur soi, sur les autres. C'est avoir un équilibre. C'est chercher à comprendre en fait notre environnement, ce qui nous entoure. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Développement personnel, c'est ce qu'un être humain fait de manière naturelle quand il n'est pas trop dans la charge mentale, dans le travail, dans les enfants. Et ben c'est cet espace-là où il vit en fait, je trouve. Je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est plus que ça. En fait, je pense que des fois, on a l'impression que la réponse, on ne l'a pas. Alors que moi, je suis persuadée que la réponse, elle est en nous. Elle est en nous, mais comme tu dis, il y a tellement de charge mentale, de charge sociale, qu'on ne s'écoute plus. On ne prend plus le temps de vraiment se poser les questions de ce que l'on veut vraiment, de qui on est vraiment. Et ce qui fait que finalement, notre développement personnel, on passe à côté et on a l'impression que c'est d'autres qui pourraient potentiellement avoir la réponse. Alors moi je sais que j'ai commencé comme ça en lâchant plein de livres. Je crois que je les ai tous lus. Et le truc c'est que je lisais. Je pratiquais rien du tout, mais je lisais. Donc les notions je les connaissais, tu vois, je connaissais toutes les notions, mais je mettais rien en pratique. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais ça n'a pas de sens en fait. Parce que finalement, tu progresses pas. Oui, tu as un peu plus de savoir, c'est très bien, la théorie, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, maintenant, applique les choses réellement. Si tu penses que ce dont tu as besoin se trouve dans les livres, applique les choses. Et en fait, petit à petit, quand tu trouves aussi les bons livres, comme tu dis, les bons mentors, tu réalises que la réponse, je l'avais depuis toujours en moi. Tu te dis, non, j'aurais peut-être pas dépensé ton argent. C'est juste des mises en lumière. Et moi, je suis team livre comme toi, mais j'ai tellement de livres de développement personnel, spirituel dans ma bibliothèque. Moi, par contre, je les ai pas tous lus. Et des fois, ça me prend comme ça une crise. Je prends, je lis. Et je pense que le côté développement personnel, en fait, comme c'est devenu un peu un business, les gens sont obligés de te faire croire que tu as besoin d'eux pour avoir ce développement personnel en fait. Et si t'as pas besoin d'eux, en fait, tu vas pas acheter leurs produits. Et c'est pour ça que moi, des fois, on m'appelle coach et je dis non, je suis pas une coach, je suis accompagnatrice. C'est-à-dire que quand je fais des séances de groupe ou individuelles, je dis aux personnes, je vous accompagne le temps qu'il faut. Et si vous sentez le besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, une thérapie complémentaire, de l'hypnose ou d'essayer plein d'autres choses, allez-y, explorez, il n'y a pas de souci. Moi, je peux juste être une partie pour vous accompagner dans votre développement et puis après, vous allez faire autre chose. Et c'est vraiment comme ça que je vois la vie. Et j'ai eu des thérapeutes, j'ai fait de la Gestalt, j'ai été dans le bouddhisme. Enfin, c'est vraiment plein de choses qui m'ont nourri et qui font qui je suis aujourd'hui. Mais je me vois pas rester avec mon premier guide spirituel de quand j'avais 17 ans seulement. Tu vois, ça a pas de sens. Justement, tu t'es formée à quoi? Et est-ce que c'était important pour toi de te former parce que tu savais que tu voulais enseigner, ou est-ce que finalement tu t'es formée juste pour toi et puis que ça s'est fait tout naturellement de partager avec les autres? Alors moi, je suis très autodidacte et en commençant les ateliers de Sissi, j'ai eu le gros syndrome de l'imposteur puisque je n'avais pas eu tant de formation que ça. Donc ma formation là, c'est la formation des Dao Hands. Donc en fait, c'est les mains de la source. Et pour être très pragmatique et pour faire comprendre, c'est comme du Reiki japonais mais en mode chinois en fait. Et en fait, tu soignes au niveau du Shen, du Shin et du Jin. Donc le Jin, c'est dans la matière, la douleur physique. Le Qi, c'est l'énergie qui circule ou qui est bloquée. Et le Shen, c'est l'âme. D'accord. Donc j'ai appris à faire des soins avec ça. Donc je les ai. J'ai les Dao Hands d'ailleurs que j'ai activé ce matin, que j'active quand je fais des ateliers de groupe. Et en fait, ça a changé ma vie parce que j'ai pu aider les autres et les soigner, les aider. Alors, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. C'est pas une science exacte. Mais de toute façon, moi, j'y mets tout mon amour. Et déjà, c'est une belle intention. Et puis, j'ai suivi aussi des petites formations de méditation, d'acupuncture, des petites choses, vraiment très brèves. Donc, pour être tout à fait honnête, je suis plus autodidacte. Par contre,
depuis mes 17 ans, je lis, je pratique la loi de l'attraction, j'ai plein d'expériences de ma vie. En fait, comme je suis, je sais pas, très tournée vers le spirituel, et ben, du coup, j'ai plein d'enseignements et je me rends compte que dans mes ateliers, ce que je dis, en fait, va faire des déclics, mais sans que j'ai à faire grand-chose. Et c'est surtout que je me connecte aussi à mes guides et je demande à être un intermédiaire. Donc, des fois, c'est pas trop moi qui parle, je suis téléguidée, mais je vais dire la bonne chose pour la personne. Et ce qui m'a fait sortir de mon syndrome d'imposteur, c'est les résultats. Les gens qui me disent, mais Syringa, c'est incroyable, je me sens mieux, j'ai eu ça comme éveil. Et là, je me suis dit, bah ok, si, ben t'as pas forcément besoin de faire Sciences Po ou 5 années de formation. Fais en fait. Et puis au fur et à mesure, je m'améliore. J'adore. Tu me donnes des frissons. Comment, justement, toi qui pratiques ces nouvelles médecines, comment tu vois l'avenir de ces médecines alternatives, des soins énergétiques dans notre société? Ben, j'ai l'impression qu'elles prennent de plus en plus de place. Et même les scientifiques, même les gens qui sont un peu sceptiques, j'ai l'impression qu'il y a une petite place qui s'ouvre. Par exemple, j'ai entendu parler d'opérations sous hypnose, j'ai trouvé ça incroyable. Et Ouais. à des endroits, tu vois, où on les pratique. Maintenant, on fait des accouchements dans des espaces avec des spas. Et c'est quand même médicalisé, mais c'est plus naturel. Et j'ai l'impression que de nos jours, on comprend que le mot physique ne se soigne pas forcément que par un médicament, mais qu'il y a aussi tout l'aspect émotionnel, comme le dictionnaire des mots, et qu'on s'ouvre de plus en plus. Et pour moi, vraiment, c'est le futur, hein. C'est l'avenir. Et en fait, la grosse maladie, c'est une maladie qu'on n'a pas soignée. En fait, c'est comme si la maladie, elle toque un peu plus fort à la porte à chaque fois. Et si tu la traites par des médicaments chimiques, au bout d'un moment, comme t'as pas traité le côté émotionnel ou le wake-up call que ça voulait te faire, ça revient. Et t'es obligé de te tourner vers des thérapies ou des nouvelles médecines pour comprendre, parce que sinon le truc, il va t'envoyer à la tombe en fait. Ah, mais c'est vrai. Et c'est vrai que moi, qui m'intéresse énormément à ça, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a une personne que je suis sur les réseaux qui racontait une histoire en disant qu'elle a été malade pendant des mois. Elle a été à l'hôpital, médecine traditionnelle, elle a vu tous les médecins possibles, elle a fait tous les examens possibles. Et en fait, ça empirait et elle comprenait pas. Elle comprenait pas. Et jusqu'au jour, elle est très spirituelle aussi. Et jusqu'au jour, elle a dit, en fait, elle a juste eu marre de prendre énormément de médicaments chimiques. Elle en a eu juste marre. Alors, j'aime beaucoup aussi parce qu'elle précisait qu'elle ne dit pas qu'il faut pas prendre de médicaments, parce qu'elle les a pris. C'est juste qu'à un moment, son corps, elle sentait que son corps en avait marre de toutes ces doses de médicaments, parce que c'est très fort ce qu'elle prenait. Et en fait, elle s'est dit, j'ai confiance en mon corps et je vais faire une pause. Donc, elle a pas dit, j'arrête totalement les médicaments. Elle a dit, pour l'instant, je vais faire une pause. J'ai confiance en mon corps, je vais faire une pause. Et elle a fait une pause et elle a dit qu'elle était à fond dans la méditation. C'était quasiment des journées entières de méditation. Et aujourd'hui, elle prend plus de médicaments. Waouh. Et elle a plus rien. Et elle a plus rien. Et j'aime bien parce que son discours était tempéré. Donc, comme elle a précisé plusieurs fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Moi, j'en ai pris. J'ai été voir des médecins. J'ai été voir des gens compétents. Sauf que à un moment, j'ai juste écouté mon corps qui me disait stop. Là, je peux plus. Tout ce que tu me donnes, je peux plus. Et finalement, c'est passé. Donc, elle ne sait toujours pas ce qu'elle avait. Aucun médecin n'est capable de lui dire ce qu'elle avait. Mais aujourd'hui, elle prend plus de médicaments et elle va bien. C'est beau. Mais ouais, mais j'ai trouvé ça énorme. Et c'est vrai que des fois, comme tu dis, oui, des fois, faudra prendre des médicaments et il faudra se faire opérer des choses. Mais des fois, le côté émotion doit primer parce que ça passe par là. Et je pense aussi que des fois, on a des maladies juste pour nous faire changer de comportement ou d'habitude. Je pense au deuil aussi. Des fois, quand on perd un être cher, ça nous fait bouger le curseur, en fait. Et tu vois, par exemple, ton amie, ben, elle s'est mise à la méditation et peut-être que son âme avait besoin de ça et qu'il fallait cette maladie inexplicable juste pour réveiller ça, en fait. Ça me fait penser à moi, j'ai trébuché un jour en courant. Je me suis fait une grosse inflammation du genou et j'étais arrêtée pendant 2 mois. Et en fait, ça a été très salvateur pour moi, cet arrêt de 2 mois. Des fois, faut s'écouter. Des fois, tout le temps. En fait, tout le temps, faut tout le temps s'écouter, tout simplement. Justement, par rapport à ça, on a vécu une crise sanitaire très, très grave. Et beaucoup d'études, après ça, ont montré qu'on était
quand je dis on, la société est de plus en plus stressée. Les gens sont stressés, ce qui se comprend totalement. Et en même temps, on est de plus en plus attachés, on pratique de plus en plus tout ce qui est justement méditation, développement personnel. Je trouve que voilà, il y a quelque chose qui est totalement illogique dans ce monde qui est de plus en plus stressé, et en même temps, on pratique de plus en plus. Qu'est-ce qui tourne pas rond, à ton avis? Pour moi, c'est le système. On peut pas, tu vois là, le développement spirituel que tout un chacun fait, on va à sens inverse du système. C'est comme s'il y a une rivière, une cascade qui coule, et nous, on est là, en train de remonter, on se prend des vagues, on nous manque de se noyer, on se prend des pierres, et en fait, c'est difficile d'être dans le développement spirituel dans cette société, parce que tout nous pousse au contraire. Ils nous font croire qu'ils font ça pour nous, mais en fait, c'est eux que ça arrange. Et ça les arrange de quoi? De nous enfermer dans une position sociale, avec un travail, à chercher à avoir une promotion, à courir après des biens, à vouloir une voiture encore plus belle, le plus beau iPhone, la plus belle maison. Et en fait, ça fait qu'on est sans cesse en train de courir après du matériel, et on a beau méditer à côté, c'est-à-dire que le sens profond de notre vie, il n'est pas nourri. Tu vois, il y a comme une incohérence entre les actions qu'on fait pour nous et puis notre vraie vie. Et moi, je pense que les gens seraient moins stressés s'ils suivaient leur vraie voix du cœur. Alors, j'ai pas la réponse. Je sais pas comment faire pour que chacun vive complètement sa life free et que la société fonctionne. Je suis sûre qu'il y a des solutions, hein. C'est juste que dans le système actuel, c'est pas possible en l'état. Mais moi, je sais que plus je suis dans ma vérité, s'il le faut, ne pas travailler pendant une semaine et pleurer, et plus je serai épanouie, heureuse, et plus je vais revenir à mon état originel. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, parce que tu sais, quand on a un travail avec des horaires, on veut des échéances, des prêts. Moi, je suis toute seule, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de prêts, je suis en location. S'il y a un problème, je reviens chez maman, papa. Donc, je suis hyper à l'aise, tu vois, je suis très confortable et j'ai cet espace pour le faire. Mais je sais que tout le monde ne l'a pas, et il y a on nous maintient dans la peur aussi. Donc, à mon avis, c'est ça. Le système ne nous aide pas et on est à contre-courant de ce qu'on devrait normalement faire pour notre bien-être personnel, en fait. C'est exactement ça. Ouais. J'adore cette conversation, mais ça fait bientôt 1 heure qu'on est en train de papoter. Avant-dernière question, comment concilier vie spirituelle, professionnelle et personnelle? Difficile. En fait, pour moi, ça doit être naturel. C'est-à-dire que si tu as envie de faire des fromages à la campagne et que c'est ce qui te rend heureux, tu seras à la fois dans le spirituel, dans le personnel et dans le professionnel. Et moi, tu vois, par exemple, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé mes zones de génie et j'ai trouvé ce qui me fait kiffer. Donc, par exemple, les tournages, j'ai ma place. Je prends soin des autres, j'organise, j'anticipe, je fais tous mes tableaux Excel. Et en fait, ça m'excite, un tournage. C'est-à-dire que là, je vais passer 33 jours de tournage, je vais bosser 14 heures par jour, je vais bosser des fois jusqu'à 2 heures du mat, mais je suis hyper heureuse parce que c'est la vie que j'ai choisie et je sais qu'après ce tournage, je vais m'offrir un voyage en Islande, tu vois, et j'aurai pas de vie pendant 1 mois, mais c'est ok parce que déjà, je vais faire ce que j'aime et après, je vais m'amuser dans un voyage. Donc, pour moi, tu peux concilier tout quand tu te permets de faire ce que ton âme t'appelle et ce que tu aimes vraiment, mais encore faut-il le découvrir et puis se le permettre aussi. Ouais, c'est clair. Il faut se le permettre. Je pense que ça aussi, c'est important de se dire que tout le monde ne peut pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Et si quelqu'un veut travailler avec toi, être accompagné par toi, on te contacte. Je vais y arriver. Comment? On peut me contacter via les ateliers de Sissi, donc c'est la page Instagram. Et puis, sinon, par téléphone, mon WhatsApp, c'est comme une messagerie professionnelle, donc par WhatsApp. Je le noterai dans les commentaires. Oui, avec plaisir. Dernière question. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? Pour moi, il faut avancer dans sa vie avec joie et faire de
des défis et en fait, la vie est un jeu, voilà, en fait. La vie est un jeu, donc c'est comme dans un jeu vidéo. Et si tu as un obstacle, bah tu passes par le tuyau magique ou tu t'amuses avec, tu t'en fais un défi. Et après, la vie est beaucoup plus simple quand on s'amuse, en fait. Et c'est pas que de la souffrance, le développement spirituel et personnel, c'est aussi beaucoup de jeu. Parce que on se prend pas trop au sérieux et au final, on voit qu'on grandit et voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai lu hier, tu vois comme quoi c'est trop marrant. J'ai lu hier je crois que c'était un médecin, si je dis pas de bêtises, qui est tombé malade et il a découvert en faisant des recherches que le rire guérissait. Et wow. Je trouve ça énorme que tu en parles. C'est beau ce que tu dis. Ouais, le rire guérit. Et il a fait une thèse dessus, comme quoi quand ça va pas, que ce soit au niveau du stress ou des choses, on va dire beaucoup plus complexes, par exemple physiquement, que il a réussi à prouver que le rire, la joie soignait. Waouh, ouais. C'est génial. Je remettrai la référence parce que je l'ai lu hier. Je mettrai la référence du docteur qui a trouvé ça et si j'arrive à trouver l'article. Mais et tu vois, t'en parles, c'est énorme. Ça m'intéresse aussi. Et tu sais, moi, des fois, après une journée, j'ai commencé avec ma mère parce que quand je lui demandais comment ça va, à chaque fois, elle me répondait « Le jardinier n'est pas passé, la piscine a un problème, je vais mal. » Et tu sais ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à lui dire « Maman, qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui ?» Et du coup, elle a cherché dans sa tête. Et quand elle me raconte son histoire, moi, ça me fait rire. Et du coup, ça fait plus de rire dans nos vies. C'est clair, c'est trop mignon, j'adore. Merci beaucoup pour ce moment. Je vous avais dit, c'est un soleil. Et moi, je me sens apaisée, je me sens bien. J'ai le sourire, donc je sais que la journée va bien se terminer. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui êtes là, comme je le dis, de plus en plus nombreux chaque semaine. Vraiment, merci. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.